Aujourd'hui, le métier de gardien de phare a disparu. Tant mieux. Mais nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de faire connaître ce que l'on a vécu. J'ai commencé au phare de Yaté à l'âge de 24 ans. J'ai été recruté le 28 avril 1969 et j'ai pris mon service le 1er mai 1969. J'ai donc travaillé au phare de Yaté de mai 1969 à septembre 1970, où j'ai pris des congés. Et là, l'adjoint du chef de subdivision est venu me récupérer chez mes parents pour me faire monter au phare Amédée, où j'ai été gardien, donc de septembre 70 à décembre 70. Il faut dire qu'en 1970, en décembre 70, j'avais présenté un concours d'entrée à l'école des électromécaniciens de Saint-Nazaire. Ayant été reçu, j'ai reçu ma convocation pour me rendre à Saint-Nazaire et m'y trouver le 2 janvier 1971. Au phare de Yaté, c'était sympa. C'était sympa parce que le phare était électrique. Malheureusement, la ligne électrique qui venait d'Enercal ne l'alimentait pas plus parce que les cyclones avaient eu raison des divers supports qui amenaient l'électricité. Et donc, on y avait installé des groupes électrogènes qu'il fallait démarrer le soir, allumer le feu, enfin, effectuer toutes les tâches de gardien. Mais le phare étant quasi automatique, une fois qu'il était allumé, étant donné qu'il y avait des alarmes en cas de cessation de fonctionnement, on pouvait dormir toute sa nuit. C'était sympa. Bon, il y avait bien quelques corvées, comme la météo, comme l'entretien de l'optique, etc. Mais c'était très léger, en fait. Par goût de solitude, j'étais attiré par ce métier, isolé, dans un phare, tout seul, avec ma petite famille. C'était parfait. Et le logement était au pied du phare, il y avait cuisine, chambre et séjour, une petite terrasse couverte et une citerne parce que l'eau courante, il n'y en avait pas. Donc on récupérait l'eau de pluie et on se servait de l'eau de citerne pour ses besoins. Donc, mais par contre, on achetait de l'eau minérale à l'épicerie du coin pour boire parce que l'eau de la citerne, elle n'était pas nécessairement potable, ou à moins de la faire bouillir. Ce phare servait d'atterrissage, puisqu'il était à une grande hauteur, environ 370 mètres d'altitude, et aussi de jalonnement pour les minéraliers qui venaient de Thio en direction de la Havana. Donc il était intermédiaire sur la route. Malheureusement, 85 jours par an, nous étions dans les nuages, et cette absence de signalisation maritime a fait qu'à un moment donné, il a fallu le déplacer. On a construit en 1980 le phare de Puerretti sur le cap du même nom, un peu plus au nord de Yaté. Et actuellement, ce phare est toujours en service, le phare Puerretti, alors que le phare de Yaté a cessé toute activité. On en a démonté donc le système optique, qui aujourd'hui est exposé au musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Et le phare de Puerretti vit sa vie, il est autonome et fonctionne très bien à ce jour. Le phare Amédée servait aussi, lui aussi, d'atterrissage sur la côte ouest et de jalonnement à la passe de Boulary, puisque c'était la passe principale. L'emplacement d'Amédée a été choisi, non pas par hasard. C'est qu'il faut savoir qu'à l'époque où le phare Amédée a été construit, la navigation se faisait principalement à la voile. Les premiers vapeurs commençaient à apparaître, mais c'était encore timide, et la majorité de la navigation se faisant à la voile, il fallait profiter des vents de sud-est qui étaient plus fréquents pour rejoindre Nouméa sans avoir à tirer de nombreux bords. Et donc, c'est pour cela qu'initialement, l'îlot Amédée a été choisi pour construire un phare. Le phare Amédée était éclairé au gaz de pétrole.
Alors, le travail a été un petit peu plus compliqué. Il fallait quand même gravir 247 marches avec, au bout de chaque bras, un bidon d'environ 10 litres de pétrole que l'on déposait là-haut dans la salle de veille. Et ensuite, il nous fallait transvaser le pétrole qui avait été monté la veille et mis au repos dans des seaux, transvaser ces seaux dans le réservoir du feu. Et ensuite, il y avait tout un protocole pour allumer ce feu. Donc, le travail était complètement différent de celui de Yaté. On a vécu des époques heureuses avec les bienfaits que la nature nous offre. Il est vrai que la pêche sur les récifs de Tabou et d'Amédée était réservée exclusivement pour les gardiens de phare. Il y a des arrêtés gubernatoriaux qui le disent, et il est interdit aux gens d'aller pêcher. Cette pêche était réservée aux gardiens de phare. Aujourd'hui, ces textes sont bien obsolètes puisque ces régions sont intégrées dans les réserves de la province sud, je crois. Donc, mais imaginez la manne. On allait ramasser des coquillages, pêcher des poissons, pêcher des langoustes. On n'avait pas de gros salaire, mais on avait quelques mini-avantages tout de même. On a vécu des moments difficiles également, il faut le dire. Quand il y avait des cyclones, c'était pas triste. Hein, ça remuait là-haut. J'ai connu des épisodes venteux, alors que je n'étais plus gardien de phare. J'étais technicien, mais j'ai été tenu de monter au phare justement parce qu'il y avait du mauvais temps et parce qu'il fallait absolument que le feu fonctionne. Et donc j'y suis monté pour maintenir le feu en service. Et je me suis trouvé là-haut par grand vent. Croyez-moi, ça bouge. Sur la tour d'Amédée, malgré sa solidité, elle est relativement flexible et souple. Et elle décrit des mouvements oscillatoires assez impressionnants, à tel point d'ailleurs que du mercure s'échappait de la cuve à mercure, puisque l'optique qui était au sommet tournait, portée par du mercure. Aujourd'hui, ça a disparu, bien entendu, étant donné que la sécurité des personnels passant avant tout, on a enlevé les cuves à mercure pour remplacer l'optique par un système plus performant aujourd'hui, avec des sources lumineuses économes en énergie, telles que les LED. Eh bien, à l'époque, on ramassait le mercure à la petite cuillère dans les escaliers du fort. Le rôle du service des phares et balises, c'est d'apporter une aide à la navigation. Or, le lagon est quand même rempli de dangers. Et ces dangers, il faut bien les parer. Et je considère que l'on a bien tenu notre rôle parce que on a connu énormément de naufrages jusqu'à l'apparition d'un balisage cohérent. Ce balisage cohérent a été réalisé à la suite d'une mission demandée par le général de Gaulle à l'époque à monsieur André de Rouville, qui est venu entre 1947 et 1949 reconnaître tous les besoins en balisage des territoires français de l'outre-mer, y compris l'Indochine, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Antilles, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Madagascar, j'en passais, et bien d'autres. Et à la suite de cette mission, on a modernisé le balisage et nous avons commencé une grande œuvre qui n'est toujours pas terminée parce que les besoins se font sentir à chaque fois que l'on ouvre un nouveau centre minier, par exemple. Eh bien, il nous faut vérifier l'hydrographie pour que les grands bateaux puissent venir au plus près des lieux de chargement, baliser les voies maritimes pour que ces navires puissent naviguer sans danger dans le lagon et aussi
protéger la Nouvelle-Calédonie d'un risque de pollution majeure. J'ai travaillé longuement sur tout le balisage de la côte Est à partir de Thio jusqu'à Wailou, où l'on a installé un certain nombre d'aides lumineuses, dont des balises à flotteurs immergés, qui font partie de ces balisages que l'on installe pour marquer les dangers. Mais j'ai aussi participé à la construction de feux fixes sur le récif, tels qu'à la passe de Dimbéa, par exemple, ou sur le récif Tareti, Béga, Bogota, Poum, Rocher Walawat, et d'autres, Yandé, Belep, etc. Donc, partout où il y a une navigation qui nécessitait la mise en œuvre d'un balisage pour éviter que des gens ne se perdent en mer, nous l'avons fait. Un matin, alors que j'étais chez moi à Dimbaud, le téléphone sonne vers 5 heures du matin. Je me lève, je décroche. Allô? Oui, bonjour monsieur, Thierry Lataste à l'appareil. Vous imaginez ma stupéfaction? Il était secrétaire général à l'époque de l'État et qui me dit pouvez-vous me dire si les feux de la Havana étaient allumés cette nuit? Je dis monsieur, j'habite Nimbaud, je sors de mon lit, je ne saurais vous dire si les feux fonctionnaient cette nuit, c'est quasiment impossible. Et, oui, parce qu'il y a un bateau qui a talonné dans la Havana. Ah, effectivement, devant le phare de Goro, il y avait un minéralier qui avait talonné sur une roche. Et en fait, il s'est avéré que les feux fonctionnaient, mais ce navire a débarqué un pilote et il n'est pas reparti tout de suite. Et le courant de marée entrante, à la passe de Goro, a porté le navire sur la roche. Donc, j'ai connu cela. Par contre, oui, le Key Trader, là, ça c'est un incident majeur, mais qui s'est passé au sud de Maré. Donc, on avait suivi toutes les péripéties liées à cet échouage. On est allé, enfin le baliseur s'est rendu sur place avec une équipe du CHOM pour établir une hydrographie précise des lieux de l'échouement et de voir ce qui était réalisable pour tenter de sauver le navire, ce qui n'a pas été possible, on le sait aujourd'hui. Il y a des métiers qui ont totalement disparu. Celui de gardien de phare en fait partie. Toutefois, j'ai quand même des collègues qui sont encore au service des phares et balises et qui assurent le renouvellement, la construction. Ça existe toujours. On construit toujours des balisages nouveaux. Sur le Louis Hénin est souvent sollicité, malgré sa petite taille, pour effectuer des travaux à la mer. Et mes collègues continuent les travaux commencés. C'est perpétuel. Je veux dire, ça n'aura pas de fin, à mon sens, tant qu'on aura des navires qui toucheront la Nouvelle-Calédonie.